Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumais, vice-président de communication de l'AQPF, et bienvenue à Registre familier, le balado où l'AQPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Dans cet épisode, on poursuit nos rencontres familiales avec les membres du conseil d'administration de l'AQPF ainsi que des présidents de section avec José Baudouin. Salut José! Hello! Comment ça va? Ça va bien? Alors, enseignante de français pendant plus de 20 ans, José est maintenant conseillère pédagogique depuis 2 ans et demi. Passionnée, et vous allez découvrir pendant ce balado. Elle cherche constamment des moyens de renouveler ses pratiques. Férue de culture, elle tente de promouvoir la littérature, le cinéma, le théâtre et la chanson d'ici. Ça aussi, vous allez le voir pendant cet épisode. Et à l'AQPF, elle est présidente de la section Québec et Est du Québec et co-coordonnatrice du congrès 2021 de l'AQPF. Je vais dire la même chose qu'à Caroline, vos titres sont longs. Ça s'écrit bien dans une signature. Ça fait beaucoup de titres. Puis je pourrais même aussi dire co-coordonnatrice du congrès 2022. Exactement. Co-coordonnatrice et co-coordonnatrice. On verra si ça devient coordonnatrice, là, mais Caroline en fait beaucoup. Alors, on verra pour celui de 2022. Et pour terminer, as-tu quelque chose à ajouter à ta présentation? Pas vraiment, c'est pas mal complet. Parfait. Et pour terminer, je demande souvent aux invités un objet de culture qui les a marqués dans leur parcours. Donc, que ce soit dans tes études, dans ta vie, dans ta profession, un objet qui t'a marqué. Je vais essayer de faire ça court. Le Petit Prince. Dans mes études, je l'ai peu abordé, même si on en a parlé abondamment, mais Le Petit Prince a été une œuvre très importante pour moi dans ma vie. Je dirais que je le lis chaque année avec mes élèves de 3e secondaire. Depuis que j'enseigne en 3e secondaire, chaque année, je lis Le Petit Prince, même si j'ai des collègues qui n'en peuvent plus du Petit Prince. Moi, c'est un indispensable dans ma liste de choses à faire lire, d'œuvres à faire lire à mes élèves. Je l'aime pour ce qu'elle permet d'aborder avec les élèves en frais de valeur, de ce qu'on recherche, de façon de voir la vie, si on veut. Puis ça va au-delà de l'invisible. L'essentiel est invisible pour les yeux, là. Ça que tout le monde connaît, moi, c'est pas ça qui vient me chercher. C'est beaucoup d'autres choses que Le Petit Prince permet de travailler avec des élèves, ne serait-ce que le fait d'interpréter. Alors, tout n'est pas dit, tout n'est pas écrit, évidemment, là-dedans. Puis, travailler ça avec les élèves, faire de l'interprétation avec les élèves, j'aime bien. En plus du sempiternel, schéma narratif et schéma actantiel, mais j'en sors pas mal de ça. C'est sûr qu'on a des apprentissages, il y a des connaissances à travailler à travers cette œuvre-là, mais je vais au-delà de ça pour les leçons de vie, je pourrais dire ça, qu'on a à tirer de cette œuvre-là. Puis en plus, je pense que tu peux pas passer toute ta scolarité sans avoir lu Le Petit Prince, c'est mon humble avis. Même si les élèves l'ont déjà lu au primaire, pour certains, en tout cas, je pense qu'ils peuvent pas passer à travers toute leur scolarité sans avoir lu cette œuvre-là. Voilà mon objet de culture. L'objectif de nos rencontres familiales, c'est un peu de faire découvrir qui représente notre association aussi, parce que quand même, au OCA, dans les présidences, comme tu l'as dit, on s'implique dans l'organisation des congrès. Toi et moi, on est aussi sur les cahiers de l'AQPF. Là, il y a le balado qui s'en vient, on donne des formations, on participe aux causeries. Donc, c'était aussi un peu de voir qui en ce moment est là dans l'association. Et donc, ma première question, oui, depuis quand fais-tu partie de l'AQPF? Je suis membre de l'AQPF depuis très longtemps, je dirais, depuis mes débuts en enseignement. Je suis membre de la section comme telle, là, Québec et Est du Québec, depuis 2013-2014. C'est avant le congrès 2015, dans le fond. Puis présidente de section depuis 2016, donc après le congrès 2015. C'est une date très que j'ai en ma mémoire, le congrès de 2015. On a tous des congrès comme ça. Tu vois, Caroline et moi, c'était celui de 2018. Là où je t'ai rencontré, où ça a été mon entrée à l'AQPF, Caroline qui devient présidente de section. On a des moments comme ça qui demeurent
inscrit. Et là, j'aime l'histoire de comment as-tu découvert la QPF? Oui, ben, jadis, naguère, à l'université, on avait un prof qui, en fait, on en avait deux profs qui étaient très, très près de la QPF parce qu'ils travaillaient tous les deux pour le défunt Québec français. Et je me rappelle qu'il y en a un des deux qui nous avait dit que tout bon prof qui se respecte se devait de faire partie de l'association qui le représente. Alors moi, j'étais une bonne élève, assidue et qui voulait faire tout ce qu'il fallait pour réussir, ben, je suis allée voir c'est quoi ça, la QPF. Puis, je me rappelle, j'étais étudiante et je m'étais déjà abonnée, si on peut dire. Je suis devenue membre de la QPF à ce moment-là. Je l'avais pris au mot, disons. Je me respectais comme prof, alors je suis devenue membre. Puis, bon an, mal an, j'ai pas mal toujours renouvelé mon adhésion, mais je dois l'avouer, dans mes premières années d'enseignement, je renouvelais aux 3 ans. Quand j'avais les sous qu'on m'accordait pour aller au congrès, ben, je renouvelais mon adhésion. Mais là, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années, là, je dirais que je suis membre et depuis à peu près presque 10 ans là, que je suis dans la section Québec et Est du Québec. Ah, c'est ici que vous l'aurez entendu. Tout bon prof de français qui se respecte sera membre de l'association. Regarde bien à quel point notre quantité de membres va augmenter. Hein? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Vous l'aurez entendu ici. Et normalement, prenez aussi ce temps-là pour voir un peu vos tâches. Comme Caroline, qui est ta collègue présidente de section, a davantage défini c'était quoi, je te propose qu'on fasse davantage un axe sur davantage ta tâche de coordination de congrès, puisque, on l'a dit tantôt, tu vas chapeauter l'organisation du prochain en 2022, un peu par une tempête d'idées. Donc, as-tu des idées, des plans, quelque chose avec lesquels tu cogites en ce moment avec ta section pour le prochain congrès? Justement, on a lancé une séance de remue-ménage parce qu'on voulait retravailler tout ça, on voulait brouiller les cartes un peu, mélanger tout ça. Je dois vous avouer qu'après le congrès qui a eu lieu à Laval, on voulait on commençait à penser un peu technologie, puis pas que c'était pas comme ça à Laval, mais on commençait à penser à la technologie, ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de membres qui viennent au congrès. On s'était fait dire aussi que certaines personnes n'adhéraient plus à la QPF parce que c'était pas assez technologique. Ils préféraient, parce qu'on le sait, là, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les centres de services scolaires, jadis les commissions scolaires. Alors, quand on avait le choix d'un seul congrès ou colloque dans une année, ben, il y en a qui préféraient aller ailleurs, pour ne pas les nommer, à la COPS, le sommet du numérique et ces trucs-là. Donc, nous, on voulait aller chercher ces personnes-là. Donc, on a pensé à d'autres formules et on a essayé de cogiter à ça. Mais le congrès de Victo, qui devait être à Victo, mais qui est rendu au château, la roue réinventée, ils sont allés chercher exactement la thématique qu'on voulait. Réinventer la roue, faire les choses autrement, penser autrement, et c'est entrer exactement dans la thématique qu'on voulait. Alors, on a décidé de continuer, une fois que la roue est inventée, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on s'en sert pour faire une brouette ou on prend un train ou on va plus loin encore. Donc, on a pensé à plusieurs formules. C'est pas encore défini, mais on se demandait à quel point on pourrait pas avoir des journées de création pour que chaque personne qui participe sorte du congrès ou d'une journée de création au congrès avec quelque chose de concret, un clé en main
que ce soit une situation d'enseignement-apprentissage, que ce soit une évaluation ou encore un site fait avec une application qu'ils auront découvert pendant la journée, que sais-je. Alors, une journée de création, on s'est dit, sur des thèmes différents, ça peut être en évaluation, ça peut être en lecture, en écriture ou encore pour articuler 3 compétences autour d'une œuvre littéraire. On s'est dit qu'on pourrait peut-être lancer 5, 6 thèmes et que les gens se regroupent pour travailler un thème, une journée. On a aussi pensé à des façons différentes de faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais on a cogité à ça pour qu'on puisse offrir des expériences différentes. Au lieu d'avoir 8, 10 ateliers stages, ben, en avoir 3, mais en plus grand groupe et qui durent plus longtemps. Bref, on a pensé à beaucoup de trucs. Là, ça va rester, il va nous rester à rendre ça concret, à aller chercher les meilleures idées et les développer. Puis, il faut aussi tenir compte du lieu. On n'organise pas le même congrès dans les faits au Victorin qu'au Château Frontenac, ne serait-ce que pour la grandeur des salles, par exemple, la disposition de tout ça. Alors, faut penser à ça. Puis, ben, on est en train de commencer à voir ça. Ça va venir vite. C'est l'année prochaine. Alors, on a un peu moins d'1 an pour penser à ça, mais notre thématique est déterminée et on a bien hâte de la présenter au moment où on se parle. C'est fait? Ah, oui, c'est probablement déjà fait. On en parle. On est rendu en novembre. Moi, vous ne le voyez pas. Les deux, vous ne le voyez pas, mais on va être cerné du congrès qui va s'être terminé le 29 octobre. Donc, techniquement, la thématique est lancée. Alors, je peux me permettre d'en parler. Nous allons au congrès de 2022 à Victoriaville mettre l'accent sur ce qui est au cœur de nos vies, c'est-à-dire le français. Et ça va être ça le thème du prochain congrès, le français au cœur de nos vies. Comment faire de notre langue ce qui est, ben c'est ça, au cœur de nos vies. Et on va aller chercher, non pas des axes, mais identifier chacun des stages ou des ateliers ou des journées de formation avec un mot balise. Alors, si ça touche la lecture ou la littérature, l'écriture, le cinéma, ben on va avoir des mots balises, des hashtags pour identifier ce sur quoi porte l'atelier ou le stage en question. Alors, au lieu d'avoir des axes à proprement parler, on aura des mots balises pour identifier les différentes activités du congrès. Vraiment, l'idée de création m'interpelle particulièrement. Là. Travailler en équipe école pour développer des outils m'a toujours plu. C'est là, je trouve que ça pousse le plus à travailler. Puis même avec mes étudiantes et mes étudiants, c'est là, lire les situations qu'ils créent me donne le goût d'aller les faire vivre, les retravailler, d'en bonifier, de les rajouter. C'est toujours un moment stimulant. Quand on travaille en équipe et pas toujours avec les mêmes personnes qui constituent l'équipe, c'est toujours intéressant parce que ça fait, excusez l'expression, là, ça fait popper des idées qu'on n'aurait pas eues autrement. Juste un exemple pour le dernier congrès au château. Normalement, le salon des exposants, ça fait des années ça fait quelques fois que le congrès a lieu au château et le salon des exposants, on le fait dans la salle de bal. Pas cette année. Parce qu'il y a une personne qui venait de l'extérieur. À deux, on s'est dit, ouais, on aurait aimé ça. Alors, c'est moi qui disais, on aurait aimé ça, mettre ça ailleurs que dans la salle de bal, mais c'est difficile. Puis, il faudrait penser à une façon de mettre ça ailleurs. Puis, avec Caroline, ben, on l'a fait parce qu'on a pensé autrement, puis parce qu'on s'est permis de le faire, puis de le réfléchir autrement. Alors, des fois, penser avec d'autres personnes, ben c'est ça permet de faire jaillir des idées qu'on n'aurait pas eues si on était resté en équipe école ou même dans une commission scolaire. Des fois, travailler avec des gens complètement de l'extérieur, ça nous permet de voir les choses autrement, dans d'autres perspectives, avec d'autres cultures, puis c'est super intéressant. Oui, différents milieux, on n'a pas le même genre de classe, on n'a pas le même genre de clientèle, on n'a pas la même expérience non plus.
sais, le français est large, là, on finit par se faire, même si on enseigne tout, on finit quand même par avoir des champs d'intérêt ou des expertises différentes qui peuvent être intéressantes là, à jumeler en 2 jours de congrès. Mm. Alors, vous laisserez en commentaire ou vous nous écrirez pour nous parler de suggestions et comment vous avez trouvé cette proposition pour le congrès 2022. Ça me fait drôle de le dire alors que le 2021 n'est pas encore passé. Effectivement, ça fait bizarre. Ça fait partie des tâches de présidence, ça fait partie des tâches de coordination. Ça fait longtemps que tu es à la QPF. Qu'est-ce que ça t'a apporté de t'impliquer à la QPF? Pourquoi tu continues à t'impliquer à la QPF? J'aimerais t'entendre là-dessus. Comme je le disais au début, c'était un devoir que de faire partie de la QPF, mais dans la section comme telle, m'impliquer, ben je dirais que j'étais allée à un congrès et j'ai vu la gang du centre du Québec, ceux de Montréal, puis ceux de Québec, puis je me suis dit, ça a l'air d'être un beau groupe de personnes avec qui j'aimerais collaborer, avec qui j'aimerais travailler. Puis je me sentais, je sais pas, investie d'une mission. Puis je me sentais très TQ à côté d'eux. Il y avait des personnes que j'admirais beaucoup qui étaient dans la section de Québec. Alors, ça me tentait, moi aussi, de faire partie un petit peu d'eux, de mettre l'épaule à la roue pour travailler avec une équipe de crinqués, offrir des formations, des congrès qui seraient des incontournables pour les enseignants. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de profs qui s'impliquaient, puis je me disais, faut montrer l'exemple, puis s'impliquer, puis ça fait encore plus de porte-parole pour étendre la bonne nouvelle. Puis je me disais que, c'est en étant nombreux que on va peut-être avoir plus de poids politique, si on veut, pour faire des revendications. Je me disais que plus on est d'enseignants à croire en notre association, plus, par exemple, les communiqués qu'on fait ou les prises de position qu'on peut avoir sont pas politiques, mais sont toujours en lien avec la langue, la culture. Plus on est pour les revendiquer, plus c'est valable, entre guillemets. Moi, je me disais, il n'y a jamais un endroit où c'est permis de dire que le français, c'est une matière à part. C'est quand même la matière sur laquelle reposent toutes les autres. C'est grâce au français que les élèves apprennent à lire des textes. C'est grâce au français qu'ils apprennent à écrire des rapports de laboratoire structurés. Faudrait peut-être qu'on s'en aperçoive, ça, que si les élèves, on arrive à développer chez eux des bonnes stratégies d'écoute dans les autres matières, c'est peut-être parce qu'on devrait plus les enseigner, mais on le fait aussi. Puis si les élèves réussissent à avoir des bonnes stratégies d'écoute, c'est peut-être parce qu'on leur a enseigné. Si les élèves arrivent à prendre la parole dans un cours de CR, par exemple, c'est peut-être parce qu'aussi on leur a enseigné à prendre la parole, prendre leur place, pas toute la place. Et ça, c'est des stratégies qu'on peut enseigner en français. Alors moi, je me disais, s'il y a personne pour revendiquer, entre guillemets, la place du français, l'importance qu'a cette matière-là par rapport aux autres, ça se fera jamais. Alors, je pensais que c'était à l'association de le faire et c'était une bonne place pour le faire. Bon, il y a toujours un autre moment qui est plus approprié pour parler de ça. C'est jamais vraiment à l'ordre du jour. Mais c'est pas grave, je suis là pareil parce que j'y crois pour les mêmes raisons, toujours la conviction que le français, c'est la matière sur laquelle reposent les autres. Puis, ça paraît peut-être un petit peu condescendant de le dire, mais c'est difficile, surtout cette année, qui a été difficile pour tout le monde. Les profs de français se sont beaucoup retroussé les manches, comme tout le monde, là, mais disons que faire de l'écriture à distance ou faire des prises de parole autrement, disons que les profs ont développé beaucoup de compétences en matière de technologie, ce qui fait que ça leur a demandé du temps, ce qui fait que s'investir au sein de la section dans le but de préparer un congrès,
c'est difficile. Alors, j'ai promis à Caroline que je serais là avec elle comme co-coordonnatrice pour le congrès de 2021. Et je lui ai fait promettre qu'elle me suivrait pour celui de 2022. Alors, on garde nos équipes comme ça parce qu'on dit, je vais être là, je vais vous aider, je vais vous chapeauter. Puis, c'est ça. On veut pas quitter le navire parce qu'on veut laisser personne. Il y a personne d'indispensable, mais on veut laisser personne aussi avec la tâche d'organiser un congrès. Il y a personne dans mon équipe qui a déjà organisé un congrès de A à Z. Alors, je veux pas laisser ce fardeau-là à quelqu'un d'autre. Fait que je continue malgré les difficultés. Puis j'aime ça aussi travailler avec des gens passionnants et passionnés. Donc, c'est pour ça que je continue. Réponse riche et complète. Là, avant toute chose, je dois interpeller des gens pendant le balado, je le fais à tous les épisodes. Donc, si vous êtes des enseignants et des enseignantes qui avaient développé ces nouvelles stratégies, je me cherche toujours des gens pour un balado. Vous me présentez ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez développé, comment ça s'est réalisé. Donc, n'oubliez pas de m'écrire. Mon adresse est sur le site web de l'AQPF. C'était mon moment, je me cherche des gens pour le balado. Il y en a toujours un. Et oui. Et oui. Et là, tu as même fusionné avec la question suivante. Donc, tu sais, c'était quel était ton souhait ou quels étaient tes souhaits pour la QPF? On peut voir travailler à définir ou en tout cas à repenser la place du français dans les classes. Qui est d'ailleurs, à mon souvenir, une des compétences transversales, en tout cas, une des autres compétences du communiquer avec la communication. Exactement. Donc, il y a toujours ça qui peut aller... Qui peut aller travailler, je pense, en histoire avec les opérations intellectuelles où il y a beaucoup de travail qu'on peut aussi en français là, avec cause-conséquence, si on veut faire de la comparaison, si on veut faire de la chronologie, nos marqueurs de relation deviennent aussi utiles dans ces histoires-là. Tout à fait. Puis mon souhait pour l'avenir de la QPF, ça fait longtemps que j'en parle. Nous, on est la section Québec et Est du Québec, mais l'Est de la ville de Québec, ça va jusqu'aux îles de la Madeleine, ça va jusqu'à la Côte-Nord. À défaut d'avoir il y a déjà eu ça, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a déjà eu des sections ailleurs que Montréal, le centre du Québec et Québec et Est du Québec. Ça serait le fun qu'il y ait une section Saguenay-Lac-Saint-Jean puis une section Côte-Nord. Je rêve. Mais à défaut de faire ça, mon souhait, ça serait aussi de créer des journées thématiques ailleurs que dans les grands centres. J'aimerais beaucoup ça, qu'on fasse quelque chose en lien avec une thématique à Alma, à Rimouski ou à Percé, si on m'invite et si ça coûte pas cher de transport. Et mon autre souhait pour l'avenir de la QPF, je pense que je vais arrêter là, c'est assez. Déjà ça, on est quand même... mais moi, j'ai hâte de voir, on va avoir vécu notre première expérience comodale. Oui. J'ai hâte de voir si on va avoir réussi à peut-être briser l'isolement de certaines communautés où tu dis... faire Percé Québec ou Percé Victoriaville pour aller suivre un congrès de 2 jours, peut-être pas, mais en comodal et vivre l'expérience presque comme si vous étiez avec nous en présentiel. J'ai hâte de voir si on va avoir réussi ça et peut-être à le conserver. Je l'espère. Et oui, effectivement. Et tu ne l'as pas nommé en souhait, mais comme on l'a dit dans ta bio, la culture a une place... très, 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 très importante dans ta vie. On peut dire ça. Et j'ai l'impression de dire ça, puis que c'est un euphémisme. En même temps, on voulait profiter de ce moment-là pour parler culture parce que c'est dans nos programmes de formation. Le référentiel des compétences pour la formation des maîtres est ressorti en 2020. On le repositionne aussi en compétence 1 que l'enseignant ou l'enseignante est médiateur, médiatrice de culture. On a mis la langue et la culture comme piliers aussi de ce référentiel-là à voir. Et donc, ma première question, c'est pour toi, c'est quoi notre rôle de médiation culturelle en classe? Où est-ce que l'enseignant se positionne ou l'enseignante se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise la culture en classe? Je vais te lancer une panoplie de questions.
comme ça. Comment l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Et la parole est à toi. Et tu me pars sur un... Oui, et on a peut-être 10 minutes. Je vais essayer de me limiter. Écoute, en tant que passeur culturel, je me dis toujours et je dis à mes collègues et au risque de me faire lancer des tomates virtuelles, les jeunes n'ont pas besoin de nous pour leur faire découvrir la culture américaine, pour ne pas dire états-unienne, mais ont besoin de nous pour découvrir la culture d'ici. Alors, c'est notre rôle, c'est notre tâche, c'est notre devoir même moral que de faire découvrir les œuvres d'ici. Je pense à, je sais pas, des dystopies comme, je sais pas moi, Le Passeur. Les élèves n'ont pas eu besoin de nous pour le découvrir, que ce soit le roman ou le film, mais des romans dystopiques du même genre, la lettre F, ben, les élèves ne le connaissent pas. C'est à nous de le leur faire découvrir. Je parlais de musique, de chansons dernièrement. Bon, c'est sûr que quand on veut faire écouter une chanson, les profs de français ils vont quand même pas faire écouter des chansons traduites, là. Donc, on y va avec la chanson québécoise, mais juste dans notre vie de tous les jours, quand on veut avoir une chanson pour illustrer un moment important de notre vie, lors d'un mariage ou lors de... Combien de fois on voit les gens aller chercher des chansons en anglais nommées, il y en a en français pour dire la même chose, pour évoquer le même sentiment, pour évoquer la même thématique. Pourquoi ne pas aller les chercher? Alors, je le sais qu'il y en a qui sont réfractaires à cette idée-là, puis qui sont, ben non, moi, je l'aime, Rock Voisine, I'll always be there. Ben oui, mais il y en a des chanteurs, des auteurs, compositeurs, interprètes québécois qui prônent l'amour autant. C'est sûr que c'est pas le même son qu'on entend quand on entend la chanson de Rock Voisine versus On va s'aimer encore ou Marjo, S'il fallait qu'un jour. Mais les mots qui sont dits sont québécois, sont francophones du moins, puis ils disent qu'on veut faire entendre. Puis là, je parle de musique. C'est sûr que Queen, I Want It All, ça sonne pas comme Je veux tout de suite et ici d'Ariane Moffat. Mais si on veut illustrer quelque chose dans un film, par exemple, ben pourquoi aller chercher l'œuvre américaine? Là, ça me fait parler aussi des droits d'auteur. Je le sais que ça, c'est compliqué un peu. Quand on veut faire écouter un film, quand on veut faire regarder un film, je suis auditive plus que visuelle, fait que moi, j'écoute un film. Mais bon, quand on veut faire regarder un film à nos élèves, ben, je sais pas, les profs de français, on a beaucoup à cœur en général là, le respect des droits d'auteur. Ça nous gêne moins de faire écouter un film américain qu'on va trouver, puis on va passer le DVD quand ça existe encore. Mais on respecte assez les droits d'auteur pour pas faire ça avec nos œuvres québécoises. Donc, ça nous rend la tâche un petit peu difficile. Écouter des chansons, j'ai le droit d'écouter des chansons. J'apporte mes CD en classe, même si j'ai plus ce qu'il faut pour les faire jouer en classe, je les apporte pour les montrer à mes élèves. C'est un objet tangible et je montre que ben, j'ai le droit d'écouter de la musique, mais j'ai pas le droit de photocopier les paroles. Il y a des droits d'auteur là-dessus, puis je respecte ça. Fait que je fais écouter la chanson, puis je m'en sers en situation d'écoute. Mais pour un film, on fait quoi? Pour respecter les droits d'auteur. Fait que je conviens que c'est difficile des fois d'utiliser, puis c'est moins gênant de passer la Société des poètes disparus plutôt que le Club Vinland qui va heureusement remplacer. Je dis heureusement, pas parce que j'aime pas le film La Société des poètes disparus. C'est un classique, je l'adore ce film-là. Mais à nos élèves, qu'est-ce qu'on veut faire découvrir? Ben, Sébastien Ricard, c'est un bon John Keating. Dans son rôle de frère, je me rappelle plus le nom, mais qui fait découvrir à des jeunes le plaisir de faire quelque chose qui les passionne, leur donner le goût d'aller à l'école. C'est ça le Club Vinland, comme l'était le Carpe Diem de la Société des poètes disparus. Alors, pour chaque film,
souvent, là, sur des pages Facebook, on voit des profs demander est-ce qu'il y en a qui ont une suggestion de film ou de roman pour travailler telle thématique, pour travailler tel truc? Et sur 10 titres proposés, souvent, là, il y en a 8, 9 sur 10 que ce sont des œuvres en traduction, des films ou des romans. Et chaque fois, je me fais le devoir de lancer 3-4 titres de films, 3-4 titres de romans pour dire, je fais mon petit éditorial pour dire, ben il y a moyen aussi d'aller chercher de la littérature québécoise ou des films québécois. Bon, quand c'est de la littérature, on peut les faire acheter, au même titre qu'on peut faire acheter une série de classes de romans offerts en traduction. Puis pour les films, ben j'avoue que c'est plus difficile à cause des droits d'auteur. Mais peut-être qu'il y a une volonté politique, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a moyen de le faire pour toujours respecter les droits d'auteur. Le Club Vindeland est encore au cinéma. On peut encore faire des sorties culturelles. Distanciation et masque oblige, là, mais ça se fait. Alors, voilà. Non, écoute, la discussion est lancée, mais il y a possiblement vraiment quelque chose à avoir pour avoir une plateforme peut-être éducative où on pourrait retrouver une panoplie ou peut-être que ça pourrait aller un peu, parce que tu sais, même Copydex, ça peut devenir complexe parfois, là. Donc, on puisse plus facilement avoir accès et faire découvrir la culture québécoise. Il y en a des plateformes. Il y en a des plateformes, mais l'année passée, j'ai eu accès à 2 et les 2 ne contenaient que très peu d'œuvres cinématographiques québécoises. Très peu. Puis, je veux dire, il y a des œuvres un petit peu plus contemporaines que, je sais pas, moi, Bonheur d'occasion. C'était très bon, mais peut-être pas pour des élèves du secondaire. Alors, pour des extraits, c'est parfait. Des extraits de bonheur d'occasion, faut faire lire des œuvres de ce genre-là, mais au cégep, peut-être, au secondaire, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, on force pas une curiosité, là, on l'éveille. Alors, je pense qu'au secondaire, on est encore là pour donner le goût. Puis, je suis pas sûre que c'est avec les phrases de 5 lignes de Gabriel Roy qu'on va y arriver. Moi, j'adore ça, mais nos élèves, peut-être pas. Sans pour autant niveler par le bas. On peut avoir de très belles œuvres qu'on va être capable de développer avec les élèves sans pour autant qu'on considère que c'est pas de la littérature ou que c'est pas une œuvre aussi riche qu'on pourrait leur présenter parce qu'elle est contemporaine. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des œuvres tout aussi riches dans la littérature contemporaine que jadis. Puis quand je parle de cinéma québécois, j'ai rien à reprocher aux comédies, pour ne pas dire les comédies policières en 1 et 2 de la série, mais il y a d'autres films que ça à faire découvrir à nos jeunes. Et c'est ça. C'est nous qui avons le devoir de le faire, de faire découvrir les œuvres québécoises à nos élèves. Et je vais te prendre tout de suite au bon parce que le temps file. Et normalement, on termine avec la présentation d'objets de culture à utiliser en classe. Alors, on parle de culture, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour conclure les entrevues, je demande toujours à mes invités un objet de culture. À date, tout le monde a triché et a présenté plusieurs œuvres. Donc, on va se maintenir dans cette file-là. Mais un objet culturel ou plusieurs à utiliser en classe. Qu'est-ce que tu suggères, Josée? Je vais presque tricher. Et dans l'expression objet culturel, il ne faut pas prendre le terme objet au sens premier. Mon objet, entre guillemets, culturel, c'est Michel Tremblay. Et ça pourrait être n'importe quel auteur aussi prolifique. Alors, j'ai déjà travaillé avec l'auteur. Ben, j'ai pas travaillé avec lui, mais en tant que sujet dans ma classe. Travaillé l'auteur Michel Tremblay. Oui, c'est ça. En tant que thématique, disons. Alors, parler de Michel Tremblay et de sa biographie, ce qu'il a fait dans la vie de sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, hein, il est encore vivant, c'est encore intéressant, de sa bibliographie. Les élèves étaient très impressionnés de voir qu'il a écrit de tout. Il a écrit des scénarios, du théâtre, des romans, des contes, des nouvelles,
Donc, il était il est très prolifique. Et parler de biographie, de bibliographie, on a fait lire des extraits de pièces de théâtre, des extraits de romans, et tout ça mis ensemble, ça permet de travailler la lecture de textes littéraires de différents modes de discours. Ça permet de lire des textes courants parce qu'on a fait lire non seulement la biographie de Michel Tremblay, mais aussi des textes qui portent sur le joual, pour ou contre. Hein? Dans le temps, quand les Belles-Sœurs sont sorties, là, il a créé une polémique. Là. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Ça a permis de lire donc des textes courants. Et ça a permis de faire de la communication orale parce qu'on peut écouter des œuvres de Michel Tremblay, on peut prendre la parole en parlant de l'œuvre de Michel Tremblay et ultimement, on a fait écrire un texte portant sur Michel Tremblay et c'était un texte argumentatif, mais on pourrait faire des pastiches de n'importe quelle de ses œuvres, ça pourrait être intéressant aussi, mais nous, on avait fait écrire un texte argumentatif. Ça va chercher plusieurs compétences à travailler en classe de français. Et, encore là, on peut pas passer à travers ces études sans avoir au moins entendu parler de Michel Tremblay. Peut-être pas lire une œuvre au complet, mais avoir entendu parler d'eux. Alors voilà mon objet, entre guillemets, de culture. C'est bon, mais non, tu as autant triché Caroline qui avait nommé un auteur et après ça avait défilé ses œuvres qu'on aurait pu utiliser. Donc, je considère que c'est aussi de la triche. C'est de la triche. Oh. À l'épisode, je trouverai quelqu'un qui ne trichera pas. Mais c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier, notre balado de l'AQPF avec Josée Beaudoin, présidente de la section Québec et Est du Québec et co-coordonnatrice du congrès 2021 de l'AQPF. Merci de ta visite, Josée. Merci à toi. C'était très plaisant et je suis désolée de me laisser emporter quand ça touche le français et la culture. Je suis passionnée. Écoute, non, c'était instructif et très plaisant. Et merci de votre écoute. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web aqpf.qc.ca ainsi que nos différents réseaux sociaux. Bye bye! Salut!